Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan lecture des mois de février et de mars. C'est assez inhabituel, normalement ils sont toujours mensuels, mais là j'avais pas spécialement... Enfin je me suis dit finalement que c'était quand j'ai commencé le mois de mars et que j'ai vu que j'avais pas filmé en février. J'ai vu que les lectures, il y avait une sorte de fil un petit peu fil rouge entre mes lectures de février et de mars. Je me suis dit que ce serait pas plus mal d'avoir une fois un bilan bimensuel. Vous l'aurez un petit peu vu au titre, en fait c'est un bilan de lecture qui est placé sous le signe de l'éclectisme, mais ça c'est assez courant. Ça a été une période de lecture où je suis sortie de ma zone de confort. J'ai lu des choses que je lis pas d'habitude ou que je lisais plus. Seule exception, ce sont deux textes qui par contre sont vraiment des retours à ce que j'aime, des valeurs sûres. Écoutez, je pense que déjà on va commencer. Alors, j'ai pas intégré les lectures du club de lecture, c'est-à-dire le deuxième tome de l'Amie prodigieuse ainsi que Chérie et la fin de Chérie, parce que à chaque fois je fais un live avec les membres et que ce sont finalement des lectures réservées aux personnes qui souscrivent à la chaîne, mais ça a été aussi parmi les meilleures lectures de mes 2 mois. Je pense que je vais commencer en fait avec les textes qui sont plus attendus, on va dire. J'ai lu À la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux. En janvier, j'avais déjà lu Les jours de la femme Louise et autres nouvelles, et tellement reséduite à nouveau par la plume de Madeleine Bourdoux, je me suis empressée de lire À la recherche de Marie, que j'avais commencé de nombreuses fois et que je n'avais jamais fini. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très très bien et j'en reparlerai plus en détail. Alors je sais que là vous vous dites bon, tu es un peu expéditif déjà sur le premier texte. Effectivement, c'est parce que j'ai une vidéo, je scripte une vidéo sur Madeleine Bourdoux et je réfléchis vraiment aussi à comment est-ce qu'on pourrait profiter collectivement de la plume de Madeleine Bourdoux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire qui ressemble aux histoires que j'aime. C'est-à-dire j'allais dire ces histoires un petit peu d'inachevé où rien ne se fait, où on croise l'absolu avec à la fois le renoncement et puis une forme de détachement, voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus incarné et il y a quand même des concrétisations qui ne se retrouvent pas par exemple dans des textes comme l'éducation sentimentale ou autre. Et j'ai encore aimé le style de Madeleine Bourdoux, j'ai aimé les personnages encore une fois de Madeleine Bourdoux. Euh, il y a vraiment quelque chose dans son style, dans son écriture, dans les détails qu'elle choisit de mettre en avant, voilà, que j'apprécie tout particulièrement. J'en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo où je vous recommande des autrices francophones ou françaises du 20e qui sont méconnues. Et j'ai envie de continuer à la lire, même si là du coup il me reste plus grand chose. Ensuite, j'ai lu Chemin de femme de Fumiko Enchi. Alors, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas relu de littérature japonaise et je me suis demandé ce qui m'était arrivé, pourquoi. La littérature japonaise, c'est une littérature que j'aime beaucoup. Alors je parle pas de la littérature un peu feel good, etc. qu'on voit beaucoup, tant mieux si ça vous plaît, c'est pas... mais juste je précise, c'est pas de celle-là dont je parle. Moi c'est plutôt la littérature japonaise assez sombre, assez pessimiste. Fumiko Enchi, c'est une autrice que j'avais déjà envie de lire avec Masque de femme. J'ai commencé avec Chemin de femme finalement. Je crois que je me suis décidée à le lire parce que j'étais en train de réfléchir à la thématique de l'attente chez les femmes en littérature, à ce motif de l'attente qui est, je pense, extrêmement intéressant et qui pourrait faire l'objet d'une vidéo, d'un essai vidéo, voilà, d'une publication un petit peu plus détaillée. Et ce livre, lorsque je faisais mes petites recherches, a ressurgi à plusieurs reprises. Et effectivement, c'est un livre, alors peut-être pas l'attente au sens où on l'entend le plus souvent, mais quand même une attente où on subit beaucoup. Ah oui, voilà, j'ai réfléchi à l'attente parce que j'ai relu l'histoire de Pénélope de Margaret Atwood au mois de janvier. Dans Chemin de femme, on assiste au déroulé de la vie d'une femme mariée à un homme qui occupe un poste très important. Cette femme en fait tire les rênes de toute la maison ou presque dans l'ombre, est extrêmement forte, solide, digne, veut préserver sa famille, le clan, l'honneur, enfin voilà. Alors même que son mari lui demande dès le début du texte de lui trouver une sorte de concubine, voilà. Et en fait, c'est vraiment la réalité, enfin, finalement, vraiment, ce qui est, je pense, mis en avant et ce qui doit nous interpeller, c'est cette femme qui est même mise à l'ombre du récit, mais de manière habile et comme en écho à ce qui se passe réellement dans l'intrigue, alors que son mari se concentre sur ces très très jeunes femmes qu'il... le mot qui m'est venu, c'est qu'il dresse.
et dont ils profitent en fait vraiment tout simplement, et on a accès aux pensées de toutes ces femmes, à leurs caractères différents, à la culpabilité, au remords, au flétrissement de certaines de ces femmes qui sont enfermées dans ce cocon avilissant, qui les a servis complètement. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très triste par moments, très poignant. C'est à la croisée en fait de beaucoup de choses qui m'intéressent, notamment la figure des domestiques en littérature, étant donné que là, ces concubines ne sont pas complètement des domestiques, mais ne sont pas non plus des membres de la famille, et ne sont pas non plus des maîtresses, étant donné qu'elles sont dans la maison et qu'elles s'occupent de la maison. Enfin bon bref, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. C'est c'est une belle description de la pluralité des expériences féminines réunies sous un même toit avec des profils divers, et ça m'a fait beaucoup de bien de revenir à la littérature japonaise. Donc voilà, ça c'était pour les lectures entre guillemets classiques. J'ai lu Les filles d'Egali de Gerd Brantenberg. C'est une autrice du 20e norvégienne. Est-ce que c'est une utopie, une dystopie? Les deux. On est dans un monde qui serait le nôtre des décennies, voire des siècles plus tard, dans lequel les normes genrées se sont complètement inversées et les rapports de pouvoir se sont totalement inversés. Vous voyez un peu quand les hommes disent qu'on veut mettre en place un matriarcat et qu'ils s'imaginent qu'en fait on va faire un patriarcat à l'envers? C'est ça. Là c'est un matriarcat au sens de tout ce que vous connaissez du patriarcat, vous le remplacez par le féminin. Donc la domination, l'hégémonie sur le langage, l'omniprésence dans tous les postes de pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir économique, même la question de la maternité, enfin tout est vraiment renversé. Alors je dirais avec une légère exagération quand même par rapport à ce que nous connaissons actuellement en tant que femmes, en tout cas en France. Je dis comme ça, je pense que vous vous dites « Oh, ça a l'air super !» C'est en plus servi par vraiment une écriture très rapide, incisive. Il y a des... Alors, ce que j'ai trouvé aussi quand même très bien fait, c'est qu'il y a vraiment des jeux, et là je dis chapeau à la traductrice ou au traducteur, je crois que c'est un homme qui l'a traduit, parce qu'il a fallu, j'imagine, traduire des néologismes et des clin d'œil langagier pour reprendre des expressions ou transformer certains mots, par exemple humain commence par un H qui fait référence, enfin qui peut renvoyer au H de homme, donc là on parle de fumain pour le F de femme, enfin vous voyez il y a plein de petites choses comme ça, donc là je pense que quand je vous en parle vous vous dites que ça a l'air génial, et peut-être que ça l'est, peut-être que ça vous plaira beaucoup. Néanmoins, je dirais que moi je suis quand même restée sur ma faim. Je sais pas, je pense que j'en attendais autre chose. Peut-être que le caractère un petit peu presque parodique, outrancier m'a laissé un peu sur le côté. Le fait qu'on finisse par suivre un groupe d'hommes qui cherchent à remettre en question cet ordre établi et ces rapports de domination, ça m'a aussi laissé perplexe parce que je sais pas, je pense que c'est vraiment pas l'angle que moi j'aurais choisi. Aussi parce que je sais pas ce qu'on gagne vraiment à... Enfin, j'étais mitigée sur l'intérêt de présenter une société aussi inversée, avec la résolution qui est celle du roman, avec les personnages qui sont ceux du roman. Alors oui, effectivement, ça agit comme un effet de miroir, peut-être déformant, mais qui en réalité reflète assez bien la réalité qu'on a appris à ne plus voir. Et peut-être que ça peut donc permettre à certaines personnes de se dire oh, « Ah oui, mais c'est vrai en fait, c'est vrai, peut-être. » Mais je sais pas, à la fin j'en doute un petit peu. Et je pense que c'est un livre qui est plus lu par des femmes que par des hommes, donc j'imagine qu'en fait les femmes n'ont pas besoin de ça pour être sensibilisées et éveillées, donc j'imagine que pour des femmes ce serait plutôt... L'objectif serait plutôt d'avoir une sorte de catharsis avec ce roman, ou de trouver ça tellement sarcastique, drôle, vous voyez... Mais moi, j'y ai pas trouvé cette forme d'intérêt ou de plaisir un petit peu, vous voyez. J'ai pas trouvé que c'était jouissif ou libérateur de rire de ce renversement des rôles et des dominations, parce qu'en fait on en arrive vraiment à avoir une forme de pitié pour notamment le jeune homme qui est un peu le protagoniste, donc... Enfin, je sais pas, vraiment j'étais mitigée, je trouve que l'idée de départ elle est intéressante, mais en réalité quand on lit le livre, ou c'est peut-être moi qui suis totalement passée à côté, donc je serais très curieuse d'avoir votre avis, moi j'en suis venue à me demander quel était l'intérêt du livre, quelle était l'intention du livre, qu'est-ce qu'on en retirait finalement, au-delà de cette question de ok, prendre tout ce qui existe maintenant, ou qui a existé,
et imaginer qu'en fait ce sont les femmes qui se le réapproprient. Honnêtement, je sais pas. Et pourtant, j'ai lu des textes qui utilisent cet outil de l'inversion. Je pense notamment aux États-Unis d'Afrique de... C'est le nom de famille de l'auteur, c'est Waberi, je crois. Désolée si je me trompe. Où là, on a vraiment l'idée que l'Afrique est le continent qui a percé économiquement, qui a une assise économique, politique, que l'Europe, par contre, est dans une situation précaire, instable, de fragilité, et où il y a toutes ces inversions sur le plan culturel, sur le plan économique, comme je vous disais, etc. Bon, là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... et là, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'a manqué. Au bout d'un moment, j'ai plus du tout apprécié le style. Pour moi, c'est comme une caricature, effectivement, outrancière effectivement, du patriarcat. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a envie de le lire sur plus de 400 pages, ou 400 pages environ? Bref, si vous l'avez lu, dites-moi. Parce qu'apparemment, il a été encensé et il a conquis le monde entier. Tatiana Tolstoï sur mon père, c'est un petit livre que j'ai depuis des années, mais bon, c'est assez explicite, hein, c'est Tatiana Tolstoï, la fille donc de Tolstoï, qui va un petit peu raconter ce qu'elle a compris, perçu, vu de la relation entre son père et sa mère. On sent que l'ambition de ce livre, c'est quand même de réhabiliter un petit peu la figure de son père, après qu'on a quand même dévoilé une personnalité au sein du foyer qui était dure, tout simplement. Elle essaye de montrer ce qu'elle perçoit comme étant la réalité du couple de ses parents, avec les torts de sa mère, les torts de son père, leur incompatibilité profonde de caractère, semble-t-il, malgré l'amour qui les a unis un temps. C'est à lire uniquement si vraiment vous aimez Tolstoï et que vous êtes un petit peu... comment dire, un petit peu perplexe, un petit peu perdu sur comment le considérer en tant qu'être humain également. Bon. Inhabituel pour moi parce que c'est vraiment autobiographique, petit, enfin voilà, c'est vraiment pas le genre de livre que je lis d'habitude. Ensuite, j'ai lu Désirer la violence de Chloé Thibault. C'était l'essai féministe choisi par les membres du Cercle féministe. Si vous ne le savez pas, si vous souscrivez à cette chaîne, vous pouvez aussi avoir accès au Cercle féministe. C'est un autre Discord et cette année, on lit un essai féministe tous les 2 mois et en fait, on vote. Voilà, c'est pas moi qui décide de ce qu'on lit, c'est tout le monde. Alors c'est pas forcément... voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est la majorité qui l'emporte, donc c'est pas parfait non plus, mais bref. Donc je pense que je vais pas vraiment en parler en détail parce que j'en ferai sûrement une revue un peu plus détaillée, peut-être en vidéo réservée pour les membres ou peut-être même un live. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, j'avais des a priori plutôt négatifs sur cet essai. J'avais pas spécialement envie de le lire. Après, quand j'ai vu que ça parlait beaucoup de pop culture, j'étais là, bon. Mais en fait, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant plutôt comme porte d'entrée, comme tremplin pour d'autres réflexions. Voilà, j'ai noté beaucoup de réflexions et d'envie d'approfondir certaines pistes, où ça m'a donné envie de réfléchir à certains sujets plus que je n'y ai trouvé de la matière première qui m'intéressait ou qui était pour moi nouvelle. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, ce serait un essai très intéressant, surtout si vous avez vraiment regardé beaucoup de séries, beaucoup de films, etc. J'ai trouvé que c'était intéressant et je suis contente de l'avoir lu. J'ai lu Les Limons Vides de Herbjörg Wassmo. Alors lui, en fait, j'aurais pu le mettre avec les 2 premiers, étant donné que là, c'est pas vraiment quelque chose qui sort de ma zone de confort. Mon café va être froid. Alors, j'avais très envie de le lire parce que Nabolita en a parlé, elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé. C'est aussi un roman norvégien. C'est le premier tome d'une trilogie. D'ailleurs, j'ai acheté... j'adore, je trouve qu'elle est trop jolie cette édition, la vieille édition 10-18 là. D'une trilogie qui s'appelle Le Livre de Dina, Dina étant la protagoniste et on la découvre dans ce premier volume. Elle est en train de commettre un acte difficile, fort, un crime, voilà, je sais pas comment. Et puis après, on a un flashback, voilà, qui explique son enfance, son adolescence et sa fin d'adolescence, enfin non, son adolescence où elle se marie, voilà. Je vais pas vraiment en dire plus parce que comme le livre est assez court, ce serait quand même gâcher un petit peu du plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une écriture que j'ai beaucoup aimée, bon bien sûr c'est en traduction, mais voilà, c'est une écriture que j'ai beaucoup aimée, qui est assez déstabilisante parce qu'elle est parfois très rapide, très expéditive, très brève, par d'autres moments elle est plus poétique, il y a d'autres moments où elle est un peu brute, d'autres moments où c'est un petit peu, pas fantastique, mais presque. Il y a vraiment, je trouve, une... Enfin, c'est
c'est assez hétéroclite comme style, voilà, c'est pas du tout uni, voilà, sur l'ensemble du texte, je trouve. Donc il y a des moments qui me plaisent plus, des moments qui m'ont un peu moins plu. J'ai beaucoup aimé, je suis en train de lire le tome 2 et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Est-ce que je pourrais le rapprocher de quelque chose? Alors sur certains aspects, ça me fait penser à Anne Hébert, vous voyez, mais bon, c'est quand même différent. En tout cas, au niveau du style, c'est quand même différent, mais au niveau de certaines thématiques, de certains petits points de style, de l'ambiance, ça peut faire penser à Anne Hébert. À la limite, le seul petit truc, c'est qu'on pourrait trouver ça trop rapide, trop expéditif par moment, et qu'on pourrait vouloir des moments, enfin une narration qui prend plus son temps et qui détaille plus et qui explique davantage. Et le fait que ça aille vite aussi, parfois, ça préserve une certaine forme de mystère entre guillemets sur la psychologie de certains personnages et de certains personnages, et c'est encore plus intéressant peut-être aussi parce que les personnes dans la vraie vie préservent aussi une part de mystère. Le dernier livre que je n'ai pas sur moi, que j'ai rendu à la bibliothèque, que j'ai lu vraiment pour voir et que j'ai trouvé extrêmement... bon désolé, que j'ai trouvé vraiment mauvais. Il s'agit de Mexico Médée. Alors cette autrice, elle cartonne, elle est ultra traduite, elle est encensée. Mexico Médée, quand je l'ai remplie sur Goodreads pour dire dans mon challenge, enfin dans mon défi de lire 50 livres ou 55, je sais plus, il n'y a que des avis positifs. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai trouvé que c'était mais tellement mal écrit. Alors, je l'ai lu parce que vraiment, ça avait l'idée est super. C'est Médée qui revient et qui aide les femmes à avorter, ou en tout cas dans des moments difficiles liés à la maternité. Voilà. Moi j'adore la figure de Médée, comme la figure de Méduse. J'aime beaucoup les réécritures, je pense que vous l'aurez compris. L'avortement, c'est voilà, un thème qui m'intéresse aussi beaucoup, donc je me suis dit, bon bah super, franchement, il y a quelque chose à faire d'incroyable. Mais alors... c'était tellement mauvais, je sais même pas quoi vous dire. C'est un enchaînement de nouvelles avec qui se situe donc au Mexique, étant donné que c'est la nationalité de l'autrice, où Médée va intervenir majoritairement auprès de femmes, mais aussi auprès d'un garçon ou de deux garçons, je crois. Il y a des échos entre les différentes nouvelles, et puis c'est le même milieu, donc voilà, on n'est pas du tout dépaysé. Elle intervient parfois pour faire avorter, comme je vous le disais, ou pour aider des mères en deuil lorsque leur fils... toujours leurs fils sont morts en raison des trafics de drogue et des violences qui sévissent au Mexique. Mais oh là là, j'ai trouvé que c'était vulgaire, grossier, mal écrit, tellement pas ambitieux, expédié. En fait, pour moi, c'est vraiment le genre de livre qui est la preuve manifeste que parfois, il faut juste surfer sur une vague, adopter quelques tics d'écriture de langage, et comprendre quel est le truc qui se vend et qui se lit en ce moment, c'est tout. Enfin, je suis désolée, mais vraiment, je ne comprends pas. Si ce n'est que, effectivement, il y a un facteur choc dans le sens où on dénonce des violences, on dénonce une certaine forme de patriarcat, et encore, on a un langage qui est tout sauf littéraire, il y a beaucoup de langage oral. Alors la première nouvelle, elle est insupportable parce qu'il y a meuf toutes les 3 lignes. Vous me direz peut-être que oui, c'est intéressant de montrer plusieurs voix, justement, chaque nouvelle a sa voix, sauf qu'en fait, c'est vraiment mal fait, je trouve. Franchement, c'est vraiment médiocre. Et puis ça va trop vite, c'est faussement poétique par endroits alors que ça fonctionne pas du tout, je trouve. Une très mauvaise lecture, je me suis forcée à le finir parce que je me suis dit peut-être que va savoir, mais alors quand je vois que ça c'est publié et c'est traduit dans plusieurs langues, non franchement c'est un mystère. Enfin je suis désolée parce que c'est hyper violent de dire ça, et l'autrice elle y a sans doute mis beaucoup de temps, mis beaucoup d'elle, et que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui ont aimé, donc vraiment c'est pas du tout pour vous faire vous sentir mal ou quoi que ce soit, mais vraiment pour moi c'est un mystère. Je me dis mais quel plaisir ont les gens qui lisent ça. Il y a vraiment d'autres textes qui sont choquants, qui sont violents, qui sont dérangeants, qui jouent avec les normes littéraires, les normes d'écriture, avec les registres de langue, et qui sont intéressants, qui sont bien écrits. Mais là, franchement... Oh waouh! Je me suis dit, mais quelle déception! Prendre le personnage de Médée, la question de l'avortement, la placer dans un lieu qui a une mythologie aussi importante en plus, et encore aussi vivace, on va dire, que le Mexique, et faire ça,
Ah non, vraiment c'était désastreux. Si vous l'avez lu, je vous en prie, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez lu et que vous avez aimé, s'il vous plaît ne vous vexez pas en m'entendant le démonter ainsi, mais oh là là, c'était une torture presque de lire ça. Je crois que c'est à peu près tout. Après j'ai lu un essai, enfin pas un essai, j'ai lu un livre sur le FLE, mais je pense que c'est pas très intéressant. Il s'intitule Enseigner le français aux adultes migrants chez Hachette, mais je pense que ça vous intéressera pas trop. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être à la fin du mois, peut-être dans 2 mois pour un autre bilan. Et si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez lu ces mois-ci, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, histoire que je puisse aussi peut-être piocher certaines inspirations. Et on se dit à très bientôt.